Je voudrais bien vous donner la parole, mais j'aurais préféré qu'on écoutât d'abord le porte-parole de la CPC parlant de la réouverture de ce corridor Douala-Bangui qui aujourd'hui est en tout cas bien libre. Le pays est ravitaillé en denrées alimentaires et tous les produits nécessaires pour la survie des populations centrafricaines. Avec la complicité de la régie, est-ce que l'élément audio est prêt? D'accord, le temps de caler tout cela. Président Bandakani, vous pouvez prendre la parole. Je rappelle qu'on va aller écouter, donc c'est Abakar Sabon, qui est le porte-parole de la CPC, une audio qui fait des tours depuis quelques heures déjà sur les réseaux sociaux, dans laquelle ils estiment que si le corridor est ouvert ou réouvert, c'est tout simplement la volonté de la CPC de faire un cessez-le-feu unilatéral en respectant les recommandations de la CEAC. On va les écouter. On va l'écouter, on revient juste. Oui, bonjour mes très chers compatriotes. Ici votre compatriote Abakar Sabon qui vous parle depuis Kambakota, dans le nord-ouest de notre pays, la République centrafricaine. Nous sommes samedi, le 13 février 2021. La CPC est attaché aux engagements pris envers la grande instance de la CEAC et de l'Angola, en observant un cessez-le-feu unilatéral, mais défensive, raison pour laquelle nous sommes en train de se retirer dans certaines villes ciblées. Pas dans toutes les villes, mais des villes ciblées. Et le malheur en est que Bangui s'est entêté pour lancer l'offensive sur notre position dans la Ouaka. La CPC avait réagi d'une manière très sévère. Alors, suite à ces affrontements, nous avons fait des prisonniers, il y avait eu des morts, des véhicules détruits, des véhicules récupérés, grande quantité de munitions et des armes récupérées. Nous vous donnons le bilan général dans les heures qui suivent. Et en ce qui concerne le corridor, nous avons autorisé uniquement les humanitaires d'aller librement chercher leur matériel, les vivres et les médicaments, PAM, CICR, pour venir alléger un peu la population. Cela ne veut pas dire que le corridor est ouvert. Nous vous demandons, les syndicats des transporteurs camerounais, les syndicats des transporteurs centrafricains, les conducteurs camerounais, les conducteurs centrafricains de rester sur place à Garamboulaye. La voie n'est pas encore libérée, vous n'êtes pas encore autorisés, ne vous aventuriez pas, ne vous aventuriez pas, ne vous aventuriez pas. Nous sommes là et nous sommes aux aguets, nous sommes aux aguets et nous sommes en alerte maximum, nous sommes en alerte maximum. Hier, il y a une colonne des humanitaires que nous avons autorisée, mais nous avons été renseignés que parmi ce convoi se trouvent des véhicules de Wagner, raison pour laquelle nous avons autorisé à nos éléments qui se trouvent à Galo de les stopper pour contrôle. Et c'est ce qui a été fait. Et c'est ce qui a été fait. Nous contrôlons la situation et nous maîtrisons la situation. Que Bangui ne vous trompe pas. Que Bangui ne vous trompe pas. Ne vous aventuriez pas. Ceux qui veulent s'entêter pour s'aventurer, c'est à leur risque et péril. C'est à leur risque et péril. C'est à leur risque et péril. Et ne venez pas demain à accuser injustement la CPC. Vous êtes avertis. Vous êtes avertis. Vous êtes avertis. À bon entendeur, salut. Aïta Tibitibe Africa,
du Ghana Ketengweti Tenala que IACP. Voilà, donc nous avons écouté Abakar Sabon, président Bandakani. Vous avez la parole. Moi, je n'ai pas de leçon à vous donner, vous êtes un très grand média. Un très grand média. Ça dépendait que moi, vous ne pouvez pas écouter des bêtises comme ça. Parce que moi, ça me met mal à l'aise. En tout cas, on l'a fait exprès pour qu'on puisse comprendre si effectivement cette ouverture du corridor est l'œuvre des FACA et de leurs alliés ou plutôt une décision unilatérale des rebelles. C'est comme ça qu'on fait la promotion des bandits et des criminels. Puisque vous avez voulu que j'écoute ça, après avoir écouté, je maintiens notre position qui est claire au niveau de notre parti. Il faut les pourchasser jusqu'aux chiottes. Quand un voyou parle comme ça d'un pays, parle comme ça face à des États, M. Bachir, c'est une insulte généralisée à tous. La France vous insulte. Parce que ce voyou-là, qui le connaît, c'est qui? C'est un petit lampiste de l'ambassadeur français à Bangui. Donc c'est une insulte généralisée à toute l'Afrique. Quand on permet à des idiots comme ça de parler comme ça. Donc moi, je voudrais dire deux ou trois choses pour approfondir certaines analyses qui a été faite ici sur la question du dialogue, Bachir. D'abord, il faut dégager une facilité en termes de compréhension, bien d'entendement, qui s'est installée dans nos habitudes politiques, qui fait croire que quand quelqu'un dit qu'il est pour le dialogue, il devient moralement supérieur. C'est-à-dire qu'à la limite, il est même près de Dieu. Pour ne pas dire qu'il est même Dieu. Parce qu'il dit, je vais dialoguer. Et du coup, on lui donne tout... il a tous les bonnes grâces, parce qu'il a dit qu'il veut dialoguer. Il faut sortir de cette naïveté. Ce n'est pas parce qu'on veut dialoguer qu'on veut la paix. Il faut faire attention. C'est pas parce que je dis que je veux dialoguer que je suis pour la paix, M. Bachir. Pour beaucoup de voyous, pour beaucoup de mercenaires, le dialogue, c'est la continuité de la guerre. Le dialogue veut dire continuer la guerre d'une autre façon. C'est-à-dire que quand je suis en position de faiblesse, je sors, je dis je veux dialoguer. Parce que je veux continuer la guerre. Je veux endormir mon adversaire pour reprendre des forces et repartir. Je veux déstabiliser un tableau qui ne m'est plus favorable. Ça s'appelle la tactique de la guerre, c'est Bachir. Je parle devant le ministre. Ça s'appelle la tactique de la guerre. C'est une façon, quand on fait l'analyse en matière d'intelligence stratégique, on apprend ça. C'est-à-dire quand vous observez un tableau qui ne vous avantage pas, vous commencez à réfléchir comment déstabiliser le tableau là pour que ça soit à mon avantage. Et un des moyens de réussir, c'est d'amener l'adversaire sur votre terrain à vous. C'est de le déplacer de son terrain où il est fort pour l'amener sur un terrain qu'il ne contrôle pas, ou bien qu'il contrôle la moitié. Ce sont les élémentaux de la stratégie. Donc, nous, à Afrique Média, on ne nous apprend plus ces choses. Non, je m'excuse. On ne nous apprend plus ces choses-là. Il ne faut pas dire que tu veux dialoguer, tu penses que tu es supérieur à ceux qui ne dialoguent pas, ou bien c'est toi qui as le monopole de la morale. Non, ça ne veut rien dire, Bachir. Dans le cas d'espèce, qu'est-ce qu'il y a derrière tous ces dialogues, tous ces enjeux-là? Je veux dire, premièrement, il y a une volonté de respectabiliser les criminels. On veut à tout prix les respectabiliser. D'ailleurs, le charabia de ce voyou qui veut parler là, c'est quoi? C'est quoi tous ces gens-là? Ils veulent se responsabiliser, ils veulent passer pour des acteurs politiques normaux. Ils veulent qu'on les accepte comme étant des hommes politiques normaux. Ils veulent qu'on les considère pas dans l'opinion comme de la racaille à éradiquer. Mes mots sont clairs. On ne parle pas avec des gens comme ça parce qu'ils font honte. Ils font honte même, c'est-à-dire ils font honte à ce qu'on appelle les normes sociales de base. Ces gens-là, ils font honte. Ce sont des purs criminels. Ce sont des mercenaires. Tout à l'heure, le ministre vous a dit. Il a parlé en très peu de temps, mais il a tout dit. Ils sont instrumentalisés. Du haut de son expérience institutionnelle, je ne veux pas dire plus. Mais on comprend ce que ça veut dire. Ils sont instrumentalisés. Ce sont des petits mercenaires, des tueurs à gages. C'est comme des bandits qui tuent pour 10 000. Ce sont tous ces gens-là. Vous voulez comprendre les gens comme ça? Mais sinon, arrêtons la politique en Afrique. Arrêtons ça. Il faut arrêter ça. Il faut arrêter ça.
il y a comme des principes dans la vie qu'il faut. Il y a un minimum de principes dans la vie qui, lorsqu'on n'est plus dans ces principes, ça ne vaut pas la peine de parler, M. Bachir. Donc on est dans une volonté de respectabiliser ces gens-là. Paris veut respectabiliser ces gens. Pourquoi Bachir? Parce que, mais on parle de quoi? Mais qui a commencé l'affaire ici? Il y a une élection présidentielle dont l'échéance est arrivée, M. Bachir. Tout le monde sait qu'il va aller aux élections. Un criminel comme M. Bozizé débarque un matin avec sa troupe de mercenaires encadrés et financés par Paris. Ils attaquent le pays, M. Bachir. Ils attaquent les institutions. C'est cela qu'il faut dire. Alors, moi je vous pose une question, Bachir. S'ils avaient réussi, imaginez qu'ils avaient réussi. On serait en train de faire le débat là ici. Est-ce que le dialogue je pose la question. Non. Envisagé? S'ils avaient réussi, on ne serait pas ici si on était parlé ce qu'on parle là. Tout à fait. Ça aurait été le scénario ivoirien. Parce que Paris fonctionne de la même façon. On gère les conséquences, tout simplement. Tu as compris? Ça aurait été le scénario ivoirien. Donc, ils échouent. Vous voyez? Ils échouent et ils sont à perte de vitesse. Eh bien, qu'est-ce qu'on fait? Le maître parisien s'assied et dit non, qu'est-ce qu'il a fait là maintenant? Gagnons la bataille de la communication. Essayons de monter en matière de communication pour gagner la bataille. Présentons-nous comme étant une force politique, n'est-ce pas, qui a des problèmes politiques, qui met sur la table et qu'on n'a pas envie d'écouter. On veut le dialogue. On veut le dialogue. Vous disiez dialoguer, on veut le dialogue. Et des mercenaires comme ça s'élèvent, parlent comme ça à une sous-région. Vous imaginez? Ils disent nous n'avons pas autorisé. Donc ils autorisent. L'humanité, ils autorisent qui entre, qui sort. Donc en principe, c'est même déjà un État. Ils ont un contrôle absolu sur le territoire. Mais c'est ça, il faut bien comprendre la communication politique. Ou bien la communication militaire, tactique. C'est ça. Donc, on est dans une dynamique de faire de gens respectables. Deuxième outil d'approfondissement de l'analyse, de manière plus profonde. D'abord, quand on parle de débat, on parle de qui? Tout à l'heure, Tassinda et le docteur Bassek, ils ont essayé de parler, d'attirer notre attention. Mais je voudrais enrichir leur contribution en disant que, mais, on parle de qui? Regardez très bien. Le CPC, c'est qui? Vous avez bien expliqué, Bachir. C'est Seleka Balaka. Mais est-ce que hier, vous avez oublié les qui ont détruit la Centrafrique avant l'arrivée de pouvoir? Les deux protagonistes. Les deux. Et ça vous dit rien? Quelqu'un m'a demandé tout à l'heure, mais est-ce qu'il y a des acteurs nouveaux? Dites-moi, Bachir, on n'est pas naïf. On sait que les ennemis d'hier peuvent devenir amis aujourd'hui. C'est pas ça qui est nouveau. Mais comment s'est opéré le rapprochement entre la Seleka et, n'est-ce pas, et les Balaka? Comment? Est-ce que vous pouvez m'expliquer quoi? Alors il faut bien s'interroger là-dessus. Ben, vous avez vu que l'ancien leader de Seleka, n'est-ce pas, l'ancien soi-disant président, à l'époque, il avait fait un coup d'Autodia, oui, le président a été reçu par le président Touadéra, et apparemment, M. Dotodia est complètement dans une dynamique qui n'a plus rien à voir avec ça. Tout à fait. Bon, si on considère qu'il était le chef de la Seleka, puisque hier, on nous a présenté M. Dotodia comme le chef suprême, les mots, chef suprême de la Seleka. Le mot suprême a un sens. Le chef suprême. Bon, donc normalement, à partir du moment où Dotodia n'est plus dans cette dynamique, que fait la Seleka avec Bozizé? Vous pouvez me répondre? Non, moi je pose des questions. Non, vous voyez, c'est pour dire qu'on le prend comme les enfants. Ce sont des mêmes gens. Les mêmes gens qui les ont unis hier pour détruire la Centrafrique, ce sont les mêmes gens qui continuent à opérer, M. Bachir. Ils continuent à opérer. Donc, cette alliance CPC-là, elle-même, ces gens-là, ne veulent pas qu'on les assimile à tous les groupes rebelles. Donc, il y a une bagarre, il y a une espèce de distinction même entre les rebelles. Et il y a des groupes qui ont tel intérêt, d'autres n'ont pas tel intérêt. Ce que je dis avant, au-delà du fait qu'aujourd'hui, il y a ce qu'il y a eu à Khartoum, il y a les gens qui étaient à Khartoum, qui sont fidèles aux engagements de Khartoum. Tout à fait. Je vais au-delà pour vous dire que ça c'est une question opérationnelle sur le terrain. Vous comprenez? C'est pas pour rien que je suis en train de vous dire ça. Pour dire quoi, Bachir? C'est Paris qui est derrière tout ça. Vous allez monter et descendre. Vous voulez continuer tout et tout. C'est Paris qui est directement au manège. Je dis bien, directement au manège. Nous avons des informations aujourd'hui et je suis en train de collecter encore les éléments. C'est ce qui s'est passé à la Waboulaye. Où les populations vous disent que il y a une élite côtière qui livrait les armes, transportait les armes et allait livrer à ces groupes rebelles. Élite côtière français.
Bon, je mets entre guillemets parce que je suis encore en train de collecter les éléments, Oui. mais je vais boucler. En tout cas, donc, vous voyez, on poussera aussi les recherches dans ce non, sens. je vous dis, vous savez comment le commandant de chef Bachir, je vais au bout, vous savez ça. Donc, ce sont, vous voyez, comment est-ce qu'on les arme, on arme ces gens-là au vu et au su de tout le monde. L'autre enjeu, je l'ai dit, diviser la CEAC, diviser le bloc des chefs d'État. Bon, je ne sais pas si c'était déjà uni au départ. Parce que je vous ai parlé la dernière fois des formes supérieures d'infiltration. Lorsque tout le monde célébrait la CEAC, je vous ai dit, vous vous rappelez Bachir a fait de mission, je vous ai dit, j'ai des réserves. Parce que je sais comment on fait de la haute infiltration en matière institutionnelle. C'est vrai qu'on les a célébrés justement durant le processus électoral à l'RCA. Le rôle était très positif. J'avais mis des réserves que, vous savez, même dans l'infiltration traditionnelle, quand on infiltre un groupe, l'infiltré est même plus radical que les gens même qui ne sont pas des infiltrés. Quand il vient, il fait plus que vous, pour se crédibiliser. Alors qu'il est là pour vous infiltrer. Et après le moment venu, il va déstabiliser le noyau. Donc, la CEAC aujourd'hui apparaît divisée. Quand on vous parle de l'Angola, on vous parle de tel pays, n'est-ce pas, qui prennent des initiatives sans demander l'avis de la Centrafrique pour imposer au président Touadéra une dynamique de dialogue. On a déjà vu ça. Je vous ai dit qu'il faut répondre à cette question. Qui veut imposer un dialogue sans l'accord de Bangui? Très bien. Depuis là, il faut répondre à cette question. Très bien, monsieur. La question fondamentale, j'espère que vous allez permettre que nous répondions. Parce que moi, j'ai la réponse. Vous apporterez réponse à cette question, justement, à la fin de l'émission.